Bonsoir à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints nombreux. On est encore plus d'une centaine, les retardataires nous rejoindront après. Donc merci beaucoup de venir pour cette troisième conférence en ligne. Je vais faire une présentation très rapide de l'AEGE et de l'EGE pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je suis Jérôme Frani, je suis responsable du Club Cyber depuis quelques années au sein de l'École de guerre économique, donc qui est une association d'étudiants et d'anciens qui s'anime autour des sujets de la cybersécurité en organisant des conférences, réalisant diverses études et publications. Nous avons au sein de l'École de guerre économique et de l'Association des anciens d'autres clubs. Donc ce soir, la conférence est réalisée en partenariat avec le Club Défense. Je laisserai Juliette dire quelques mots dessus juste après. On est ravis de vous recevoir. On est à chaque fois beaucoup de participants. Les sujets intéressent et nous sommes très contents. Le but, c'est de partager de la connaissance utile avec tout le monde. Toutes les conférences sont enregistrées. Donc, il y aura des replays disponibles sur YouTube. Je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat, mais sur TVAEGE. Donc, vous pouvez retrouver d'ores et déjà les précédentes conférences. Des comptes rendus écrits seront aussi publiés sur le portail de l'intelligence économique. Et puis ce soir, nous avons l'honneur de recevoir le général Laurent qui va nous parler de spatial de défense. Alors, je vais le laisser en parler et le présenter le sujet parce qu'il le fera bien mieux que moi. Merci aussi à ceux qui se sont réinscrits parce que la conférence était prévue d'abord au mois de décembre dernier. Mais avec les grèves, on a dû un peu décaler tout ça. Donc, merci à tous d'être venus. Juliette, je te laisse la parole pour présenter le Club Défense rapidement. Et puis, mon général, l'audience est à vous. Bonsoir à tous. Je me présente, Juliette Nicou, je suis chargée de communication pour le Club Défense de l'AEGE, club qui est aujourd'hui partenaire du Club Cyber pour cet événement. Comme son nom l'indique, notre club traite des questions en rapport avec la défense et la guerre économique. Vous pouvez retrouver toutes nos publications sur le portail de l'IE ou sur le site infoguerre.fr, des articles réalisés par les élèves de l'EGE, plus une newsletter hebdomadaire qui traite des actualités du secteur de la défense. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tout ça sur les réseaux de l'AEGE ou même vous abonner à notre newsletter sur la page du club sur le site de l'AEGE. Merci beaucoup pour votre participation. Merci au général Laurent pour sa présence et je relaisse le micro à Jérôme. Merci Juliette, merci beaucoup mon général d'être parmi nous et je vous laisse la parole. Bonne conférence à tous. Merci bien Jérôme et Juliette, merci de m'avoir invité à participer à cette conférence. Vous avez effectivement la faire en direct, en physique, en présentiel, au mois de décembre, et puis les événements ont fait qu'on se retrouve dans un mode original, mais qui permet, comme vous l'avez justement dit, de faire participer des auditeurs et des auditrices de toute la France, et ça c'est parfaitement bien. J'ai vu d'ailleurs dans les noms un certain nombre que je connais, en particulier des gens de la chaire que j'anime. Alors, je vais passer en mode comment dire, partage d'écran, parce que ce n'est pas tellement ma tête qui est importante ici. Voilà. Vous allez me dire si ça fonctionne à peu près correctement. Alors, ça fonctionne super. Je vais juste me permettre de préciser quelque chose que j'ai oublié. Toutes les questions, vous pouvez les poser dans le chat. On y répondra comme à chaque fois en fin de conférence. Elles seront notées. Nous les poserons au général Laurent, dont on en connaît beaucoup. On fera tout ça par chat écrit et non pas avec les micros. Je vous laisse la parole. Désolé. Donc, je pense que tout le monde voit la présentation. Il n'y a pas de difficulté. Très bien. Voilà. Okay. Alors, qui suis-je d'abord pour me présenter devant vous aujourd'hui? Je vais passer rapidement sur ma carrière militaire opérationnelle dans l'armée de l'air, dans les armées, au ministère, à différents postes. J'ai fondé une chaire il y a maintenant 5 ans et demi à Sciences Po Bordeaux, mais qui associe aussi l'université de Bordeaux et qui surtout travaille en partenariat avec des grands industriels. Vous avez devant vous sur le slide les noms des partenaires qui sont les liens dans cette chaire, qui m'ont fait confiance et qui nous aident au jour le jour dans nos activités de chaire. C'est quoi une chaire? C'est un dispositif, comme je viens de dire, partenariat entre le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche d'une part et puis des partenaires extérieurs d'autre part. Cette chaire-là est dédiée aux questions de défense avec un prisme aérospatial parce que c'est mon origine et c'est aussi celle de la plupart de mes partenaires, mais on travaille, et on le verra d'ailleurs dans la conférence, largement en multidomaine, puisque un seul domaine ne permet pas de comprendre, je dirais, la problématique de défense en son intégralité. Et au-delà de la problématique des domaines
d'engagement. L'espace dont on va parler ce soir en est un. Eh bien, les questions de défense dépendent largement sur des problématiques très pluridisciplinaires et multidisciplinaires de nature politique, de nature économique, industrielle, etc. Voilà. Alors, on a 3 grandes activités dans la chaire, qui est de partager le savoir. Je ne vais pas lire les slides, hein, je vous laisse en prendre note directement. On crée des formations. La semaine prochaine, par exemple, débute une formation qui est une école d'été sur le thème défense et espace. Hein, les inscriptions ont été ouvertes jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons aussi des formations continues pour des cadres supérieurs, et puis des populations un peu plus confidentielles dans le monde politique, des médias, etc. On prépare l'avenir et c'est un petit peu ce que je vais essayer de partager avec vous ce soir. Et ça m'obligera à quelques recommandations et prudences avant mon intervention. Donc on fait de la recherche pour être très clair, et dans la chaire, nous avons, je les salue parce que je crois qu'ils écoutent ce soir, des chercheurs et chercheuses hein, qui m'aident à travailler, à réfléchir sur un certain nombre de problématiques. Et en ce moment, nous travaillons beaucoup sur le spatial de défense, justement, c'est ce qui explique aussi ma présence ici. Et puis, nous cherchons en tout cas à créer la valeur humaine, c'est-à-dire que nous essayons de créer des liens, des réseaux, nous essayons d'enrichir, je dirais, aussi bien les individus que les institutions, les organisations. Et je crois qu'au travers des différentes activités que l'on conduit, ça marche pas trop mal. Voilà, en tout cas, cette chaire, elle est située à Bordeaux, mais elle a une vocation nationale, européenne, internationale. Nous avons des partenariats très très larges partout en France, en Europe et au-delà. Et elle remplit autant que se peut, hein, on va rester modeste, hein, les missions qui lui sont confiées, et nous allons essayer de poursuivre. Et je vais essayer de vous donner ce soir un exemple de nos activités. Alors, on va commencer par un peu de culture, hein, par les spatiales de défense. Je vous laisse prendre connaissance de ces 3 phrases qui me paraissent très importantes. Et comme je vous l'ai dit, je vais apporter quelques précautions à mon discours. D'abord, je m'exprime à titre personnel. Je ne suis plus en activité et je suis dans un monde universitaire où, comme je vous l'ai dit, on travaille, on étudie, on recherche. Et donc, je vais essayer de vous donner un cliché de l'état de notre réflexion au jour où je parle. Peut-être que dans quelques années, ces positions seront combattues. En tout cas, je vais essayer de vous apporter des choses innovantes. Alors, pas dans la première partie de l'intervention qui se veut un peu historique, je la commenterai, hein, mais surtout dans le spatial de défense tel qu'on le conçoit, et tel qu'on va certainement être conduit à le concevoir dans les années qui viennent. Et vous qui êtes pour la plupart très jeunes, eh bien, vous allez le connaître tout au long de votre vie. Et si je me rapporte, c'est un rapprochement que j'ai souvent à des étudiants. Je leur dis, regardez ce qui s'est passé au XXe siècle, hein, il y a 100 ans, en 1920, hein, où en était l'aéronautique, hein, avec des avions en papier, en bois, hein, et ce qu'elle est devenue 30 ans ou 40 ans plus tard, avec des avions métalliques, des radars, des supersoniques, et même presque hypersoniques. Et bien, dans le domaine du spatial en général, et du spatial de défense en particulier, eh bien, vous allez vivre la même aventure, alors peut-être avec une dilatation du temps qui sera un peu différente, je ne sais pas, on verra, encore que j'y reviendrai tout à l'heure parce que nous sommes dans un moment important de notre histoire avec une convergence de technologies, de révolutions technologiques, de ruptures technologiques qui vont nous conduire à penser autrement dans beaucoup de domaines, mais dans le spatial en particulier. Et tout ce que je vais dire aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, apparaîtra comme très lointain d'une réalité qui aura largement dépassé les propos que je tiendrai. Alors, le spatial de défense, c'est quoi? C'est le spatial appliqué aux problématiques de sécurité internationale telles qu'on les conçoit depuis à peu près la moitié du XXe siècle. Et ce spatial de défense, ce n'est pas qu'une affaire militaire, c'est une affaire politique, stratégique, peut-être même à l'envers, stratégique et politique. Hein, certains mettent la stratégie avant la politique et d'autres inverses. Hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à mettre la stratégie avant les politiques. Hein. On ne va pas jouer sur les mots. C'est une affaire technologique, bien entendu, une affaire économique, et c'est une affaire opérationnelle. Hein. Je vais essayer de regarder plutôt, parce que c'est mon prisme principal, vu les origines et vu les travaux que je conduis aujourd'hui, m'orienter un peu plus sur la dimension opérationnelle, hein, pour vous donner quelques éléments de regard, de compréhension, certains d'ailleurs
l'audience, dans l'auditoire, sont certainement très connaisseurs de la chose et pourront réagir à mes points de vue. Alors, quand est-ce que tout commence? Vous savez aussi bien que moi, je ne vais pas m'apesantir sur l'histoire du spatial que vous connaissez pour la plupart, qui a commencé non pas avec le lancement de Sputnik, mais qui a commencé auparavant, hein, je vais revenir dans la slide suivante, et qui nous a conduit à tenter d'aller plus haut pour gagner, hein, comme disait Sun Tzu, hein, la puissance donnée par la hauteur. Et c'est ce que disait Lyndon Johnson dès 1958, hein, Lyndon Johnson qui était sénateur mais qui allait devenir président. C'est ce que disaient nos camarades soviétiques de l'époque, hein, comme vous le voyez écrit. Et puis, à peu près en même temps, c'est ce que disait le général de Gaulle, qui en France, je suis bien sûr obligé à faire une référence, je dirais, nationale, mais qui avait bien compris que la problématique globale de la sécurité et de l'autonomie stratégique, en termes à la mode actuellement de la France, passait par un certain nombre de facteurs nucléaires bien entendu, mais aussi par le facteur spatial. Hein. Et dans la phrase qui est indiquée sur ma slide, il indique très clairement ce que est le lien entre la stratégie et le spatial. Et ce qu'il a dit, écrit, c'était lors de son discours, hein, que peut-être vous connaissez pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, de décembre 65, un discours très important dans la politique générale. Eh bien, ce discours pourrait tout à fait être reproduit aujourd'hui. Alors, je vais faire rapidement une revue historique, mais c'est plutôt une revue commentée. Je ne suis pas historien. Forcément, ma lecture sera imparfaite et incomplète. De toute façon, le temps nous manque pour rentrer trop dans le détail. Mais je vais commencer d'abord par les origines des origines, parce que parfois c'est mal connu. Hein. On a toujours l'impression que le spatial commence avec effectivement le lancement du premier satellite Sputnik, mais en fait, on est dans le spatial depuis un moment. Hein. Les tentatives de monter dans l'espace datent d'avant même la Deuxième Guerre mondiale, et sans aller aussi loin, vous connaissez tous les V2 allemands, qui n'ont pas été conçus pour aller dans l'espace, mais qui de fait, de par leur technologie et leur nécessité de porter, vont dans l'espace. Quand je dis que les V2 vont dans l'espace, les V2 vont à plusieurs centaines de kilomètres, voire même, après la guerre, certains seront récupérés et transformés, je dirais, en véhicules plus spatial qu'en vecteur militaire. Et la photo que vous voyez sur la slide, c'est la première photo de la Terre vue de l'espace, qui date de 1946. Hein, alors c'était du bricolage, un appareil photo, hein, monté sur cette fusée V2 et qui, à plusieurs centaines de kilomètres, a pu prendre cette photo. Mais faisons tout de suite le saut vers la période qui nous intéresse un peu plus, qui est le début de la guerre froide. Et cette guerre froide va conduire à très rapidement développer le spatial en général par le spatial de défense, parce que l'enjeu n'est pas l'aventure spatiale en tant que telle, c'est pas la conquête de l'espace en tant que telle, mais c'est la défense stratégique, hein, des deux camps, des deux blocs, les États-Unis d'un côté, les Soviétiques de l'autre, et la nécessité d'observer ce que font les autres, en particulier d'observer leur déploiement nucléaire, pour adapter un modèle de dissuasion qu'on a. Bien entendu, on a essayé d'espionner, de regarder ce qui se passait de l'autre côté de l'atmosphère par d'autres moyens, en particulier par des avions U-2. Vous connaissez tous l'histoire, j'imagine, de Gary Powers, hein, ce pilote américain qui a fait un certain nombre de vols sur l'URSS à l'époque, et puis qui malheureusement un jour s'est fait tirer par des missiles en bout de course, mais qui ont réussi quand même à l'abattre et qui a été prisonnier et qui a servi de monnaie d'échange. Et donc on a lancé à ce moment-là cette volonté de regarder par l'espace ce que faisait l'autre, par des systèmes assez abracadabrants, hein, comme celui qui apparaît sur le slide, hein, des fusées qui envoyaient des appareils photo, hein, en argentique. À l'époque, on n'était pas dans le numérique, hein, et qui nécessitaient une récupération le plus rapidement possible de ces photos, hein, ou des pellicules en tout cas, hein, par le biais de capsules qui étaient larguées depuis l'espace et rattrapées grâce à un avion, hein, que vous voyez sur la photo, hein, qui attrapait, hein, le parachute, hein, de la capsule, et on redescendait au sol et on développait rapidement
C'était vraiment, je dirais, une aventure, là, pour le coup, hein, à la fois technique et opérationnelle, de ces premiers temps du spatial, qui était donc un spatial de défense. Encore une fois, le spatial est né des besoins de défense, et ces besoins de défense, indépendamment de l'observation, du renseignement, eh bien, vont se doubler de la volonté d'aller atteindre l'adversaire au plus loin, et les Américains, les Soviétiques vont développer, chacun pour ce qui les concerne, des fusées, finalement, qui seront des missiles, un peu comme le V2. Hein. En tout cas, la technologie est exactement la même. C'est pour ça que la plupart des puissances, sinon toutes les puissances spatiales, sont aussi des puissances balistiques. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que la lutte contre la prolifération balistique, eh bien, passe aussi quelque part, même si elle a vocation civile, par une forme de lutte contre la prolifération du spatial civil. Hein, c'est toute l'ambiguïté, je dirais, de la chose, de la dualité du milieu du spatial civil et du spatial militaire. En tout cas, je vais pas revenir sur ce qui s'est passé en Union soviétique et aux États-Unis, mais pour la France, eh bien, le général de Gaulle décide que nous serons, comment dire, équipés d'une force de frappe, c'est le nom qu'il donne à la force nucléaire qu'il entend mettre en place dans notre pays, et cette force de frappe passe par des lanceurs, au-delà de la charge elle-même nucléaire, qui fait l'objet d'un travail séparé, si à terme il y aura une intégration, bien sûr, de la charge sur la fusée. Et c'est tout un travail, je dirais, qui se met en place en France pour développer un certain nombre de lanceurs avec ce qu'on appelle la dynamique des pierres précieuses. Pourquoi pierres précieuses? Eh bien parce que on va utiliser toute une série de fusées qui portent des noms de pierres précieuses pour tester des modèles technologiques, différents éléments qui vont servir à développer des fusées, mais surtout développer les missiles balistiques de la force de dissuasion que nous aurons un petit peu plus tard. Il faut se rappeler que le spatial en France n'est pas né comme ça, je dirais, ex abrupto. On a fait exactement comme les Américains et les Russes, les Soviétiques à l'époque. On a récupéré de l'expertise allemande, hein, et à la fin de la guerre en particulier, eh bien, un certain nombre de techniciens allemands qui travaillaient sur le V2 ont été récupérés, je mets ça bien sûr entre guillemets, pour nous aider à maîtriser les lancements et l'accès à l'espace, la propulsion en particulier. Et ce sont ces ingénieurs qui, associés avec les chercheurs français et les centres de recherche français, ce sont ces chercheurs qui vont permettre la mise au point des premières fusées françaises qui seront aussi des lanceurs, je dirais, de charges nucléaires à terme. La France fait donc le choix, pour des raisons de défense, de développer d'abord les lanceurs, l'accès à l'espace. Et lorsqu'on dit que la France est la troisième puissance spatiale sur la planète, après les Américains, les Russes d'abord et les Américains, c'est bien en termes d'accès à l'espace. Parce qu'en fait, en termes de satellite, qui est secondaire quelque part dans la stratégie nationale, eh bien, nous ne serons que les sixièmes. D'autres lanceront des satellites avant nous. Enfin, lanceront n'est pas tout à fait le terme d'ailleurs. Disposeront de satellites qu'ils feront lancer par des Américains en particulier pour ce qui est des pays du clan occidental. Alors on arrive à la fin des années 60 et on arrive à l'aboutissement. La dynamique spatiale française a permis de développer les deux composantes de missiles balistiques à la fois sol-sol, à la fois mer-sol, embarqués, mis en place dans l'armée de l'air pour la composante sol, dans un endroit qui s'appelle toujours le plateau d'avion, avec un endroit réputé à l'époque, et puis sur les premiers sous-marins de la Marine nationale, sous-marins nucléaires, pour ce qui concerne les missiles balistiques, je dirais,
lancée depuis la mer. Voilà. Alors, cette aventure spatiale on a bien compris la dimension sécuritaire, l'enjeu de défense, va se coupler néanmoins avec une dynamique civile. Je mets ça également entre guillemets parce que personne n'est dupe, je dirais, sur l'action, la dynamique à la fois des États-Unis et de l'URSS en la matière, qui, par le biais, je dirais, d'une course à l'espace, à la marche dans l'espace, puis à la marche sur la Lune, de façon civile, en fait, vont agir les deux grandes puissances, les deux grands blocs, dans une cours de démonstration de puissance politique, à vocation parfois intérieure, avec l'utilisation, je dirais, de l'espace comme un modèle de cohésion, je dirais, pour les deux blocs, les deux pays en tout cas principaux, de chacun de ces blocs, et puis aussi une course technologique, économique déjà à l'époque, et puis quelque part militaire aussi, pour ce qui est de la conquête du spatial et du premier astre le plus proche de la Terre, qui est la Lune. D'ailleurs, à l'époque, la plupart, sinon tous, des astronautes ou cosmonautes, suivant où on se trouve, sont des militaires. Et même si on les déguise parfois un petit peu en civil, c'est le cas de Neil Armstrong, qu'on présentera comme un astronaute civil, bien qu'il ait été avant tout un pilote de la marine de l'US Navy, la marine américaine, et un pilote d'essai aussi de la NASA, avant, c'est vrai, d'être un universitaire et être choisi avec une dimension très politique, de permettre le pied sur la Lune par un civil, toujours entre guillemets, avant un militaire. Il faut savoir que c'était Buzz Aldrin qui est initialement prévu pour marcher le premier sur la Lune. Buzz Aldrin avait l'étiquette militaire qui lui collait trop à la peau. Et on est donc dans cette conquête de l'espace qui va, pour les gens de mon âge en particulier, couvrir la totalité de l'enfance et de l'adolescence. Alors, parallèlement à cette course, je dirais, la puissance, directe ou indirecte. Direct, c'est l'armement en missiles balistiques et en satellites d'observation, on appelait satellite espion à l'époque, ou indirectement, c'est la course à l'espace que je viens de décrire. Eh bien, assez rapidement, on essaye de balancer, je dirais, les risques qui peuvent générer de cette course assez folle à l'époque, par un certain nombre de démarches, à la fois en matière de droit, de normalisation, mais également de coopération entre Américains et Russes, et puis un petit peu plus tard, y compris avec la France. J'ai vu la photo de Jean-Loup Chrétien, qui est le premier astronaute français, mais surtout le premier astronaute dans du camp américain à aller dans l'espace, et il ira dans l'espace avec les Russes. Voilà. Je parle de droit un petit peu à ce stade-là, c'est important parce que la problématique de normalisation de l'espace va donc apparaître assez rapidement, avec une visée assurément pacifique. Les traités le traité de 1967 en particulier et ceux qui suivront vont faire en sorte que l'espace soit conçu comme un lieu de paix, un lieu de libre accès, où la souveraineté d'aucun État ne s'exerce directement, y compris d'ailleurs pour les astres, comme la Lune, etc. Mais en fait, il s'agit aussi, au travers de ces traités, de baliser une course qui, comme je l'indiquais tout à l'heure, a pris, surtout dans les années 60, une dimension qui était extrêmement risquée. Lorsque dans les traités
dans le traité de l'espace de 67, on vient à interdire les armes de destruction massive dans l'espace. On peut s'interroger, je ne veux pas bien sûr à cette question, mais on peut s'interroger si c'est pour l'interdire dans l'avenir ou si c'est pour ne pas aller plus loin que ce qui a déjà été fait dans les années 60. Vous lisez entre mes mots ce que je veux dire par là. Voilà. Alors ce droit, eh bien, il va se mettre en place progressivement. C'est un droit qui est civil, entre guillemets, mais dont tous les États, les deux principaux blocs initialement, mais les autres qui accéderont à l'espace, et à l'espace militaire en particulier plus tard, eh bien, vont utiliser en cherchant comment surtout les contourner. Donc le droit inscrit dans les années fin des années 60 et des années 70, et il y aura d'autres textes ultérieurs, a bien sûr balisé la conquête de l'espace dans une logique pacifique et non agressive, mais en fait, comme beaucoup d'ailleurs d'éléments de droit, je dirais, qui régissent les rapports entre les États, eh bien, ce droit va aussi, sinon surtout pour certains, eh bien, servir de balisage pour essayer de trouver les trous dans la raquette, et essayer de contourner ce droit. Par exemple, on en parlera un petit peu plus tard, eh bien, les armes ne seront jamais interdites dans l'espace, seules les armes de destruction massive le seront. Alors, j'accélère un petit peu, on passe à une période qui nous est plus récente. Je coupe, excusez-moi, c'est moi qui avais laissé mon téléphone. On passe à la période des années 80, qui est une période qui est décisive. En fait, La période des années 80, c'est la période où l'hyperpuissance américaine se met en place, dans le domaine militaire en général, mais dans le domaine spatial en particulier. Et c'est la période où on observe le décrochage entre les deux grands combattants, à l'Est et à l'Ouest, décrochage qui demeurera et qui aujourd'hui permet aux États-Unis d'être toujours très en avance, je dirais, avec toutes les autres puissances, j'en parlerai tout à l'heure. Et lorsqu'on parle d'ailleurs de rattrapage de certains États aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis, il faut bien comprendre que les efforts conduits dans tel ou tel pays, la Chine par exemple, on en parlera, eh bien, sont des efforts qui ne sont pas encore en mesure d'aller tacler cette hyperpuissance qui est née en fait d'une dynamique, d'un pari fou politique et économique, mais gagné, qui naît avec en particulier l'initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, en tout cas présentée par Ronald Reagan. Elle germait dans les esprits avant même son arrivée à la Maison-Blanche. Et puis le développement d'un grand nombre d'outils, la navette spatiale par exemple. J'ai mis espace civil, pour interrogation. Imagine bien qu'un espace spatial n'a pas eu que des missions purement civiles, et on peut tout imaginer. Des capacités anti-satellites, avec des essais, je dirais, de missiles anti-satellites dès les années 80, par les États-Unis, et puis ce qui fera la renommée, je dirais, du spatial américain dans la décennie suivante, la constellation GPS, avec 3 dates que j'indiquais sur la slide. En 73, c'est le début c'est l'initiative qui est lancée. 78, c'est le premier satellite, et 95, la décennie juste après, eh bien, c'est le moment où le GPS devient purement opérationnel. Alors, terminons ce XXe siècle par ce qui va se passer dans les années 90. La guerre froide se termine. On rentre dans une logique de conflit de type extrêmement varié, plus ou moins régulier ou irrégulier, asymétrique assurément, dans différentes zones de la planète. Et le spatial va passer progressivement, sans perdre sa vocation stratégique, aussi à un spatial purement tactique, où on va utiliser de différentes façons, et je vais vous en présenter quelques-unes, la capacité de satelliser des
moyens d'observation, d'écoute, de télécommunication, etc., au profit d'opérations qui seront des opérations terrestres pris au sens global du terme, terre-mer, en tout cas des opérations non spatiales. Et donc, l'espace va devenir ce que moi j'appelle, peut-être improprement, un support opérationnel, et pas encore tout à fait un milieu opérationnel. Voilà. J'ai mis une petite vue pour montrer un petit peu la connectivité qui se met en place dans les années 90 et qui va permettre l'action interarmée sur les différents théâtres, la guerre du Golfe, bien entendu, mais plus tard, la guerre du Kosovo, qui sera le premier grand conflit, peut-être du 21e siècle, bien qu'étant encore à la fin des années 90, l'Afghanistan, l'Irak, de nouveau, et puis la Libye, et puis les conflits que l'on connaît aujourd'hui. Alors, quelles sont les formes d'action que le spatial permet dans ce support général de l'action, on va dire, un peu plus bas sur la surface de la planète? D'abord, vous connaissez peut-être, si vous ne les connaissez pas, je vais vous les rappeler, ce qu'on appelle les fonctions stratégiques qui régissent, je dirais, la façon dont on comprend l'action de défense. La première de ces fonctions stratégiques, c'est la fonction de dissuasion. L'espace, comme je l'ai indiqué, l'espace stratégique est un moyen très fort de marquer sa posture nucléaire en particulier, mais c'est aussi un moyen, et ça on l'a aperçu, je dirais, au fur et à mesure du temps, au-delà de l'observation et du renseignement, de faire de la gesticulation politique pour montrer que non seulement on dispose d'une force de dissuasion, mais que cette force de dissuasion, elle est crédible. Et cette crédibilité, elle est démontrée en particulier par des mouvements opportuns, au bon moment, aux yeux satellitaires des autres. Et aujourd'hui, il n'y a pas que 2 blocs intéressés par ces aspects-là, pour montrer le caractère crédible et décisif de la posture de tel ou tel pays, en tout cas de la posture de dissuasion telle que l'on conçoit en France en particulier. Il y a une deuxième fonction qui est la fonction connaissance-anticipation. Connaissance, on va dire, pour faire simple, c'est du renseignement, c'est le savoir. L'anticipation, pour faire simple également, c'est la transformation du savoir en analyse stratégique, en compréhension des enjeux et des défis stratégiques. L'espace, bien entendu, ça a été sa vocation première et ça l'est de toujours. Et cette vocation s'est développée au fur et à mesure du temps grâce à la technologie et grâce à la multiplication des capteurs et des types de capteurs pour agir en matière de renseignement, mais pas simplement pour voir ce que fait l'adversaire ou ce dont il dispose, c'est ce que j'ai appelé l'établissement de l'ordre de bataille, mais également pour monter, planifier, conduire, commander toute une opération depuis sa conception initiale jusqu'à l'action, par exemple de bombardement, au travers de l'étude d'une cible, du ciblage ou en anglais le targeting, et puis à l'issue d'une attaque, un Battle Damage Assessment, une évaluation des dommages, en passant par toutes les étapes qui sont indiquées sur la slide que vous voyez devant vous. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la fonction historiquement première du spatial, de permettre, comme j'indiquais dans une slide précédente, de voir depuis le haut et donc de mieux interpréter la dynamique adverse. Le spatial sert aussi aujourd'hui en matière de prévention, et la prévention est quelque chose de très important parce qu'elle permet de sécuriser autant que se peut les populations au sol. Je rappelle que les populations ne sont pas dans l'espace, elles sont au sol. C'est important, on y reviendra, ce n'est pas une plaisanterie. De surveiller par exemple les débris spatiaux ou, le cas échéant, des astéroïdes qui pourraient menacer la planète, mais aussi dans une fonction plus de sécurité intérieure que de défense
internationale, eh bien, faire lutter contre les actions de terrorisme, mais lutter aussi contre le grand banditisme, la grande criminalité, les trafics. Hein. Je ne vais pas rentrer en détail, mais nous montons régulièrement des actions combinées entre les moyens, je dirais, aériens, terrestres et maritimes, des forces armées, mais aussi la gendarmerie, la police et autres, avec des capacités spatiales, hein, pour faire de l'interception dans les différentes zones de la Terre qui nous intéressent. Voilà. La fonction protection, c'est la fonction qui va permettre, après, peut-être avoir détecté dans la fonction prévention un certain nombre d'éléments de risque, hein, ou après une surprise, non pas stratégique, mais une surprise, je dirais, naturelle, par exemple, ou un événement industriel grave, ou d'autres natures, eh bien, de pouvoir secourir, conduire une action internationale pour faire face à un danger soudain, voire à une menace qui s'est traduite, hein, par une catastrophe de différents types. Voilà. Alors, vous avez tous à l'esprit, bien sûr, les grandes catastrophes naturelles. J'aurais pu indiquer aussi une photo d'une catastrophe industrielle. Il y en a eu, et le spatial a été très utile dans la gestion générale de la crise. Mais il y a des crises que vous connaissez peut-être un peu moins, comme par exemple les problématiques d'orage solaire, hein, qui sont des émissions brutales et fortes, puissantes de particules par le Soleil, et qui, bien que la Terre soit, et c'est assez rare dans le monde du système solaire, protégé par une magnétosphère, peuvent conduire à des dégradations, hein, sur les circuits électroniques en particulier, et en particulier sur les satellites, qui seraient moins bien protégés suivant la hauteur, leur orbite, que d'autres. Voilà. Donc ça, c'est une fonction très importante. Et puis, bien sûr, la dernière grande fonction stratégique pour laquelle le spatial a un rôle évidemment important, c'est la fonction intervention. La fonction intervention, c'est quoi? C'est l'action de combat. Hein. On ne va pas tourner autour du pot. C'est l'action, ce sont les opérations, c'est l'engagement opérationnel des forces, hein, quel que soit l'endroit sur la planète. Et aujourd'hui, ces engagements dits extérieurs, eh bien, se déroulent, comme vous le savez, très souvent à des distances extrêmement importantes, impliquent des moyens qui viennent de partout, de toute la planète, hein, et pas simplement du théâtre d'opération. La notion de théâtre d'opération aujourd'hui a perdu un peu de son sens, parce que le théâtre d'opération, il est planétaire. Hein, lorsqu'on agit en Afghanistan, eh bien, les moyens qui permettent l'action, au-delà bien sûr des forces terrestres qui, elles, sont au cœur, je dirais, territorial, eh bien, ces forces viennent des États-Unis, d'Europe, du Golfe, et les satellites qui servent à l'action opérationnelle de ces opérations. Hein, l'Afghanistan, c'est combien, 30, 40 satellites à un instant T, hein, qui travaillent en permanence, eh bien, eux, bien sûr, tournent autour de la planète, hein, en permanence. Donc, l'intervention, la fonction intervention est aujourd'hui permise, peut-être pas uniquement, mais de façon indispensable, c'est sûr, par le spatial. Sans espace, nous ne pouvons pas opérer à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le C2, le Command and Control, la capacité, hein, de conduire, de contrôler des opérations. Voilà. Alors, les opérations sont modernes, les outils sont modernes, on travaille aujourd'hui avec une totale numérisation du champ de bataille, de l'espace aérien, et l'espace, les satellites qui gravitent dans cet espace nous permettent aussi, hein, de travailler dans cette logique extrêmement numérique. L'espace est aussi, hein, je pense que pour tout le monde c'est assez clair, la capacité de précision par un positionnement sûr, ce qui n'était pas le cas avant l'émergence du GPS et aujourd'hui de Galileo en Europe. Alors, le positionnement, c'est bien sûr la précision de navigation pour tous les vecteurs, y compris pour les hommes qui marchent, hein, à pied dans les théâtres, mais c'est aussi la gestion de l'altitude, et c'est aussi quelque chose que parfois on oublie, c'est la capacité de se coordonner sur le plan temporel. Parce que le GPS,
c'est aussi une fantastique horloge, une horloge atomique, qui permet, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la Terre, d'avoir une heure précise. Or, aujourd'hui, les opérations, le tempo opérationnel se gère avec des échelles qui sont de l'ordre de la seconde ou de la minute. Et donc, il est extrêmement important d'avoir cette précision. Cette précision, on l'utilise de façon très opérationnelle, indépendamment du mouvement, de la navigation, dans des, et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour faire un peu de publicité pour mes camarades des forces, dans des actions très spécifiques, comme par exemple le largage de précision. Vous savez que les forces spéciales font des largages très haute altitude avec des vols sous voile de parachute, qui peuvent être très longs, à très grande distance. Et bien, ils se dirigent aussi, comme des avions, je dirais, par le biais de ces systèmes de géopositionnement. Mais c'est aussi l'action des munitions. Et ça, c'est éminemment important. Dans le monde médiatisé que l'on connaît, et bien sûr dans le monde, je dirais, de limitation du risque et du risque collatéral en particulier, et celui que l'on connaît depuis maintenant une trentaine d'années, pas forcément qu'avant, eh bien, toutes les munitions aujourd'hui sont des munitions guidées. Alors, il n'y a pas que le géopositionnement par satellite qui permet de guider les munitions, mais un grand nombre d'entre elles le sont par satellite. Et donc, cette précision permet de disposer de missiles tirés à longue distance avec des précisions qui sont de l'ordre métrique. Donc, voilà ce que nous permet aussi, je dirais, le dispositif spatial dont on peut disposer. Là, je parle d'une façon générale, je parlerai de la France un petit peu plus tard. Voilà. Dernier point, je voulais le citer parce que c'est assez méconnu de beaucoup de personnes, c'est l'utilisation des satellites pour le pilotage de drones. On s'enorgueillit souvent d'avoir des drones qu'on appelle MAL ou HAL, moyenne altitude ou haute altitude, longue endurance. Je ne parle pas des mini-drones, des micro-drones, des drones tactiques. Je parle des drones comme celui qui est en photo sur le slide, un drone de type Reaper, et qu'il a une excroissance sur l'avant de la place du cockpit, quelque part. Et bien dans cette excroissance, il y a une antenne satellite qui est en photo en bas. Et c'est bien parce que ces engins sont relayés par des satellites qu'on arrive à les piloter à très grande distance et qu'on arrive à échanger des flux de données et de qu'on appelle de la full motion vidéo, l'image en temps réel, à des très grandes distances. Et c'est pour ça qu'un drone qui vole en Afrique ou un drone qui vole en Pakistan, eh bien, peut avoir en direct l'image de son action sur le bureau du président du pays qui l'envoie. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, je regarde rapidement l'heure pour bien vérifier que je sois à peu près dans les temps, mais cet espace, je dirais, traditionnel, ce mot me gêne un petit peu en l'employant parce que ce n'est pas un espace caduc, ce n'est pas un espace dépassé, il vaut toujours, il vaudra toujours, et il se développera même encore dans cette logique, je dirais, support, tel que je la décrivais tout à l'heure. Aujourd'hui, néanmoins, ce spatial de défense fait face aujourd'hui à un nouveau contexte qui ne vous a certainement pas échappé. Ce contexte, il est lié à plusieurs facteurs. D'abord, des menaces que j'ai appelées endogènes, entre guillemets, j'y reviendrai tout à l'heure. Endogènes, c'est-à-dire des menaces au sein même de l'espace, mais des menaces qui ne sont pas forcément des menaces, je dirais, des menaces dirigées. Voilà. On fait face également aujourd'hui à des postures qui, elles, sont plus décidées, qui sont des postures agressives ou considérées comme telles. La problématique d'ambiguïté de l'agression aujourd'hui est très importante. C'est un sujet sur lequel on travaille actuellement dans la chaire que j'ai la chance de diriger. Cette notion d'ambiguïté de l'action spatiale. C'est pour ça que j'ai mis agressive entre guillemets, on en reparlera. C'est bien sûr un contexte où on voit émerger, je faisais la symétrie tout à l'heure avec l'aéronautique du XXe siècle, un grand nombre de ruptures technologiques, dont certaines sont bien connues, ou commencent à être bien connues, je pense à l'intelligence artificielle, par exemple, mais d'autres le sont moins et sont en train, et ne sont pas encore forcément très médiatisées,
et sont en train d'émerger et vont inévitablement, en tout cas c'est une intuition qui se concrétise jour après jour, vont inévitablement se traduire par une rupture technologique globale du monde de l'aérospatial. Le spatial, mais également l'aéronautique, et certainement aussi, par voie de conséquence, comme c'est souvent le cas, sur d'autres vecteurs terrestres, peut-être marins. Voilà. Je vais y revenir. Et puis enfin, dernier contexte, mais j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure, un droit international que nous disons lacunaire. J'expliquerai tout à l'heure ce que peut-être veut dire ce mot. Voilà. En tout cas, ce nouveau contexte, la représentation que l'on se faisait de l'espace en général, et l'espace sécuritaire en particulier, devient, en tout cas c'est le sentiment que moi j'ai, et dont je fais part de mon regard, devient de plus en plus inadapté. Par ailleurs, le manque de régulation spatiale, le droit spatial, comme je viens de l'indiquer, est un droit limité dans sa portée, génère des risques en matière de conflit. Si nous devions aller jusqu'à une logique de conflit armé avec une dimension spatiale, parmi d'autres peut-être, mais une dimension spatiale, eh bien, le droit des conflits armés est très mal préparé à ce type de risque. Et puis, cet espace sécuritaire, de par les menaces et les postures que j'indiquais juste à l'instant, eh bien, est en train de passer d'un milieu que j'ai appelé tout à l'heure volontairement support, on utilise l'espace pour des activités qui sont sur Terre, au sol, dans le bas atmosphère, à un milieu opérationnel, c'est-à-dire un milieu où on va devoir agir dans l'espace, pour l'espace. Et donc, résumé dans un petit schéma que j'ai préparé pour vous, on passe progressivement d'un espace stratégique, au début de la guerre froide, mais qui dure et qui continuera à durer tant que le principe dissuasion stratégique demeurera. On est passé progressivement à un espace qui ne s'est pas transformé, qui s'est ajouté à un espace tactique, que j'ai appelé tout à l'heure l'espace support, dont l'enjeu n'est pas de la stratégie nucléaire, mais du soutien, du support aux opérations qui, elles, sont terrestres, au sens large du terme. Ça n'a pas commencé juste à la fin de la guerre froide. Pendant les conflits précédents, je pense à la guerre du Vietnam, le renseignement satellitaire était déjà utilisé. Mais c'est bien à partir de la fin de cette guerre froide que les fonctions de renseignement, d'observation, de communication, d'écoute, etc., se sont développées. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui et demain, la date elle est forcément un peu imprécise, mais c'est parti, c'est commencé, et la décennie 2010 a été, l'objet d'un certain nombre de démonstrations, de manœuvres, de mouvements de certains États qui montrent qu'on est rentré, qu'on rentre et qu'on va de plus en plus pénétrer dans cet espace qui est d'une troisième nature. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qui justifie tous les efforts d'un grand nombre de pays, les puissances spatiales, dont la France aujourd'hui, pour faire face à cette transformation de l'espace opérationnel. C'est très important. On a, et je reprends ma symétrie avec l'aérien du XXe siècle, on est un peu dans la même logique. On a un aérien qui sert d'abord avec des ballons à voir ce qui se passe derrière les lignes. Ensuite, on passe à un aérien qui est collé, je dirais, aux forces terrestres avec une fonction de soutien de l'action sur le front, à une aviation militaire qui va être une aviation militaire qui va travailler dans l'espace aérien pour faire du combat aérien et puis plus tard pour faire de l'action stratégique à distance, en bombardement stratégique pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est un peu, et bien sûr un contexte un peu différent, les outils qui ne sont pas tout à fait les mêmes, on est un peu dans la même
logique, je dirais, de transformation progressive de cet espace. Alors, les menaces endogènes ou pseudo-endogènes. Je dis endogènes ou pseudo-endogènes, ce sont les menaces qui sont internes à l'espace. Ce n'est pas forcément des menaces qui sont mises en place délibérément par des États, mais qui peuvent être, c'est le cas par exemple des débris, des menaces générées néanmoins par les acteurs terrestres, donc par les États, par les lancements successifs qui se sont déroulés depuis le début de l'ère spatiale. C'est pour ça qu'ils ne sont pas vraiment endogènes, ils sont pseudo-endogènes, mais ils sont là, ils polluent aujourd'hui l'espace, et je vous ai mis quelques chiffres qui, pour certains, si vous ne les connaissez pas, bien entendu, vous paraîtront importants, et ils le sont. Il faut néanmoins rapporter à ce qu'est le volume de l'espace. On voit souvent sur Internet, en faisant pollution spatiale sur Google, des images avec une planète complètement couverte d'objets qui... Bon, la réalité n'est pas ça. Si on regroupait la totalité du matériel physique, métallique, carbone, je dirais en un seul bloc, de ce qui tourne autour de la Terre aujourd'hui, on arriverait à quelque chose qui serait de l'ordre de, je ne sais pas, d'une boîte de conserve par rapport à la Méditerranée, si on va jusqu'à l'orbite géostationnaire. Donc c'est extrêmement faible, mais c'est beaucoup plus dangereux qu'une boîte de conserve parce que ça bouge dans tous les sens, et ça se démultiplie parce que les débris rentrant en collision les uns avec les autres génèrent de nouveaux débris. Et les lancements et l'activité spatiale n'étant pas encore totalement propre, c'est-à-dire sans générer totalement de débris, eh bien, nous continuons à polluer notre environnement. Et cet environnement s'autopollue par démultiplication de débris. Donc voilà la situation. On est aujourd'hui à un niveau, je dirais, de pollution qui n'est pas très important, mais qui est important, dont il faut se méfier et dont les risques sont, importants pour les véhicules spatiaux qui rencontreraient ces débris. On arrive à les surveiller, on en parlera, on arrive à les éviter pour les plus gros, mais on ne les voit pas tous, les plus petits en particulier, et le risque est donc là. Et vous savez que notre société est totalement, je parle de société civile, dépendante du spatial, les hôpitaux, les systèmes bancaires, financiers, les systèmes de transport, etc. Il va de soi que si on venait à perdre par une collision de débris spatial un de ces satellites, les répercussions sur Terre pourraient être extrêmement importantes. Voilà. Là-dedans, vous voyez, le nombre de satellites qui tournent autour de la Terre, satellites intègres qui tournent autour de la Terre est finalement assez faible. Et le nombre de satellites actifs, près de 50% sur les 3000. Et le nombre de satellites militaires, alors j'ai hésité à mettre le nombre parce que c'est extrêmement compliqué de déterminer ce qu'est un satellite militaire, puisqu'il y a des satellites qui sont déclarés comme tels, mais il y a des satellites qui ont un usage dual, et puis il y a des satellites civils qui ont des fonctions pouvant être utilisées par le monde militaire. Enfin, en gros, ce chiffre tend à vous montrer que le volume de satellites militaires reste limité. Alors, les postures agressives dont je parlais tout à l'heure, je vous ai mis ici quelques exemples, parce que tout n'est pas connu et tout n'est pas dit. Raisons diverses et variées, je ne m'étendrai pas, mais vous avez quand même un certain nombre de choses qui sont sorties, je dirais, en information ouverte, qui, depuis une dizaine d'années, eh bien, interrogent et nous obligent à concevoir l'espace, comme je disais, d'une autre façon qu'on le faisait auparavant. C'est, par exemple, la collision volontaire de satellites, en gros, pour voir ce que ça fait, d'accord, et pour montrer qu'on est capable d'utiliser un satellite comme arme par destination. Puisque les armes ne sont pas les bienvenues dans l'espace, même si elles ne sont pas totalement interdites, eh bien, on peut imaginer utiliser des armes par destination. Un satellite peut devenir une arme par destination. Voilà. On observe des objets manœuvrants.
hein, Cosmos 2499, c'est un satellite russe, plus soviétique. La série Cosmos, ça commençait par être soviétique, russe, effectue régulièrement des manœuvres. Il va, il vient, il se rapproche, il repart. Voilà. Toutes ces manœuvres laissent penser qu'on pourrait très bien imaginer des logiques, hein, vous êtes dans le club cyber, hein, des logiques de brouillage, des logiques de masquage, des logiques d'interception de données, etc., etc. Les Chinois, en 2016, ont déployé un satellite muni d'un bras grappin. Hein, alors officiellement, c'est pour la bonne cause, c'est récupérer des débris. Soit que lorsqu'on sait récupérer un débris, on sait aussi récupérer un satellite adverse. D'accord? Voilà, hein, et les microsatellites qu'on envoie en grand nombre actuellement, eh bien, ce sont des objets qu'on pourrait assez facilement récupérer. Hein, un gros satellite, c'est un peu plus compliqué. Un microsatellite, un mini-satellite, c'est un peu plus facile. Voilà. Il y a 2 ans, non, l'an dernier, pardon, oui, j'ai fait une petite inversion de date, excusez-moi. L'an dernier, l'Inde a tiré un satellite avec un missile depuis le sol. Et dans la foulée, l'Inde s'est manifestée, hein, en renfort de médias, hein, comme étant une nouvelle grande puissance spatiale, par le simple fait qu'elle avait été capable de détruire un missile via un satellite via un missile. Pardon. Voilà. 2018, l'inversion temporelle, excusez-moi, hein, on est un peu dans la même logique que 2014, hein, mais l'événement qui est rapporté ici, donc le rapprochement d'un satellite russe, d'un satellite franco-italien, Athena Finus, et je dirais non pas ce qui a conduit à développer une stratégie spatiale de défense nouvelle en France, mais c'est certainement la goutte qui a fait déborder le vase, hein, et qui a généré l'urgence de mettre en place cette nouvelle stratégie. Voilà. Et puis, pour ne pas toujours viser les mêmes, c'est important, hein, je suis là, c'est impartial, nos camarades et alliés américains jouent assez aisément depuis une dizaine d'années aussi, hein, depuis 2009, hein, avec un véhicule qui a porté des noms divers et variés. Hein. Moi, j'appelle véhicule, certains l'appellent drone, ce n'est pas un drone, ça n'a rien à voir avec un drone, sinon tous les satellites sont des drones, mais un véhicule manœuvrant, mini-navette, hein, capable de faire des choses assez étonnantes, hein, dans l'espace. Voilà. Et puis, dernier point, et la France fait partie de ce dernier point actuellement, eh bien, c'est le développement par un certain nombre d'États de lanceurs, de mini-lanceurs, capables de faire des lancements dits réactifs, c'est-à-dire la capacité de lancer très rapidement un satellite, forcément de taille plus réduite qu'un satellite lancé par Ariane 5 ou par SpaceX aujourd'hui, mais de remplacer, par exemple, un satellite défaillant de taille compatible, ou d'envoyer un satellite dédié pour une mission bien particulière. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Voilà. Alors, tout ça fait que la représentation de l'espace aujourd'hui est, me semble-t-il, inadaptée, sinon insuffisante. Je ne sais pas quel est le meilleur terme consacré. Hein. Il ne s'agit pas de casser, je dirais, la vision de l'espace tel qu'on l'avait jusqu'à aujourd'hui, mais c'est de comprendre que cet espace est en train de bouger. Et l'idée qu'on doit en avoir, la représentation qu'on doit s'en faire, et derrière cette représentation, c'est des stratégies qu'on va appliquer, une posture de réponse, hein, à l'enjeu sécuritaire de l'espace, est en train de bouger. Bon, l'espace, jusqu'à présent, c'était quoi? C'était un découpage assez arbitraire de ce qu'on appelle l'atmosphère, qui commence au sol et qui allait jusqu'à une certaine hauteur, avec une limite officielle, dite limite de Kármán, à 100 km, qui n'est d'ailleurs pas la même aux États-Unis, hein, puisqu'elle est en nautique, et lorsque 55 nautiques, qui fait 85 km, donc on voit déjà qu'il y a une petite différence, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais cette atmosphère, on le découpait grosso modo en un espace aérien dans la partie basse qui permet le vol aérodynamique, et puis un espace satellitaire qui permet la mise en orbite de satellites. Voilà. Et puis entre les deux, on ne sait pas trop ce qu'il y avait. Il y avait un espace intermédiaire
dans lequel les fusées passaient dans un sens, les capsules retombaient dans l'autre, les missiles éventuellement, on espère qu'il y en ait le moins possible, se promenaient, le cas échéant, mais c'était un environnement assez peu maîtrisé, assez peu connu, et ça arrangeait bien tout le monde, puisque ça permettait de séparer clairement le spatial de l'aérien et d'éviter toute ambiguïté, en particulier en matière de droit, dans cet espace intermédiaire. Tout ça est en train de changer. Et c'est ce que nous essayons de comprendre aujourd'hui dans la chaire que j'anime, essayer de voir un peu les conséquences en matière je dirais, en matière stratégique et en matière juridique en particulier, et surtout en matière de risque conflictuel que cette nouvelle logique spatiale nous conduit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un espace aérien toujours, mais qui est en train de tirer vers le haut. L'avion, grosso modo, c'est 20-25 km d'altitude, mais aujourd'hui, on a des vecteurs supersoniques, y compris d'ailleurs commerciaux, qui vont aller au-delà de 30 km d'altitude. On a toujours un espace orbital qui permet de satelliser, mais on a ce que moi j'appelle un interespace qui va permettre, qui est à mi-chemin entre le spatial orbital et le spatial aérien, c'est-à-dire à mi-chemin entre l'utilisation, je dirais, quasi unique de la gravité, ça c'est le spatial orbital, et de l'aérodynamique, ça c'est le spatial aérien, et qui va permettre, moyennant des vitesses élevées, d'hypersoniques, eh bien, de mettre en place des véhicules manœuvrants, et c'est là qu'il y a toute la différence, capables d'avoir des trajectoires non prédictibles comme les avions, tout en ayant des trajectoires je dirais, planétaires à longue distance comme les satellites. Donc on est à cette intersection. Ça n'existait pas. Et là, c'est en train de se mettre en place grâce aux nouvelles technologies, de véhicules hyper véloces. Alors, hyper véloces, c'est quoi? C'est des véhicules, le supersonique, Mach 2, Mach 3, c'est 2-3 fois la vitesse du son. L'hypersonique, aujourd'hui, c'est le bas hypersonique, 5, 7 fois, 8 fois la vitesse du son. Et là, je parle de vitesses qui sont nettement supérieures, qui sont des vitesses de rentrée atmosphérique. Donc, on est à plusieurs dizaines de Mach, au moins en début de freinage dans cet espace. Donc, vous voyez bien que l'espace est en train de bouger. Et de même, dans l'espace orbital, j'en parlais tout à l'heure pour la navette X-37 américaine ou le satellite manœuvrant russe, eh bien, on passe là aussi d'orbite en basse, moyenne, haute altitude, qui étaient des orbites prédictibles, qu'on arrivait à surveiller, à cataloguer, à bien décrire, à identifier en termes de véhicules, à des orbites aléatoires avec des véhicules qui bougent, qui manœuvrent. Alors, on n'en est pas encore au stade du looping de l'avion, d'accord, mais ce n'est pas Star Wars avec des véhicules qui vont dans tous les sens, mais des véhicules qui sont capables de changer d'orbite en particulier et qui sont capables de décevoir, deception en anglais, décevoir entre guillemets, l'adversaire potentiel. Voilà. Alors, ces véhicules, vous en avez quelques exemples ici, et c'est les ruptures technologiques que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez, je l'ai mis volontairement en bas à gauche, véhicules étudiés par Dassault Aviation actuellement. La France n'est pas en retard. La France n'est pas en retard. Et Ariane Group travaille beaucoup sur le sujet. Mais Dassault Aviation, sachez-le, c'est pas forcément connu, travaille également dans le domaine spatial et en particulier sur ces véhicules hypersoniques. Rappelez-vous la défunte navette Hermès des années 90, qui aurait pu être la navette européenne. C'est Dassault Aviation qui en était le maître d'œuvre déjà à l'époque. Voilà. Mais vous avez des planeurs hypersoniques tels que la photo du milieu le montre. Alors le planeur hypersonique, c'est simplement le petit bout triangulaire qui apparaît devant le véhicule. Alors c'est quoi un planeur hypersonique? C'est un véhicule qui ressemble un peu à une charge nucléaire quelque part, une forme triangulaire aérodynamique qui est lancée avec un missile, une fusée, et qui va être largué et qui ensuite va avoir une trajectoire qui lui sera propre. Voilà. Et puis il y a, je le disais tout à l'heure, comme autre technologie émergente, eh bien, les mini-lanceurs ou les lanceurs aéroportés. Vous avez deux exemples ici. L'exemple du haut, Virgin, c'était hier, a échoué, mais ils sont encore dans la phase d'essai. Ça consiste à lancer
des fusées avec satellite depuis un avion. L'avantage de lancer un satellite depuis un avion, c'est qu'on peut décoller d'un aéroport standard, hein, et donc extrêmement réactif. On n'a pas besoin de planifier un lancement comme on le fait à Kourou et au Spaceport européen. Et vous avez la version, je dirais, lancée par Rafale, hein, avec non pas un missile hein, sous le ventre, mais une fusée et un satellite. Alors, certes de taille adaptée, hein, il ne s'agit pas des gros satellites hein, de plusieurs tonnes, ça va de soi. Mais aujourd'hui, la miniaturisation spatiale permet d'envisager ce type de lancement avec un intérêt militaire important. Alors le droit, je vous ai montré tout à l'heure un droit positif, hein, c'est-à-dire un droit qui tendait à normaliser l'espace avec une vision très pacifique de son utilisation. Aujourd'hui, on doit constater qu'il y a aussi une vision moins positive de ce droit. C'est un peu les trous dans la raquette que j'indiquais tout à l'heure. Le droit existe toujours, hein, mais il est incomplet, en particulier avec une discontinuité spatiale dans les limites que je viens de vous montrer, hein, entre l'espace orbital, l'interespace, l'espace aérien, etc. D'accord ? Une continuité air-espace dont beaucoup ne veulent pas entendre, mais qui de fait existe. Hein, les véhicules de demain seront des véhicules, alors demain c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, peut-être à la fin du siècle, moi je ne serai plus là, mais vous serez certainement encore là. Ce seront des véhicules qui décolleront d'un aéroport, qui iront dans l'espace et qui reviendront sur un aéroport. Donc le lien air-espace, il est en train de s'affirmer. Bon. Certains ont toujours cru à ce lien, d'autres moins. Il est en train de s'affirmer. D'accord ? Et donc le droit va devoir s'adapter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'espace fait l'objet d'aucun management, d'aucune gestion. Hein, donc on est à mi-chemin, on est même au-delà, je dirais, du droit de la mer. Hein. Le droit de la mer, il a au moins dans les parties côtières et dans les zones exclusives économiques, un modèle de gestion et de management. L'espace, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Seule la déclaration des lancements hein, doit être effectuée, mais au-delà, hein, et surtout avec des véhicules manœuvrants, cette déclaration de lancement ne sert plus forcément dans un plan militaire, je dirais, sécuritaire, pas grand-chose. L'interespace, légalement, n'existe pas. Hein, ce que je vous ai présenté comme l'interespace, c'est donc une grosse zone grise qui est en train de devenir problématique. L'arsenalisation de l'espace, eh bien, d'abord, il n'est pas interdit pour les armes conventionnelles, mais en plus, je vous l'ai dit, on a de nouvelles formes d'armes non cinétiques, hein, pas des missiles, pas des bombes, des roquettes, je sais pas quoi. On a des armes par destination, on a des armes laser, on a des armes cyber qui se mettent en place avec des grandes puissances, tirées depuis le sol, tirées depuis un autre satellite, tirées depuis un avion. Hein, je montrais les ASAT tout à l'heure, les armes anti-satellites, et aussi des lasers tirés par avion, etc., etc. Et puis, le dernier point, et je ne sais pas s'ils nous écoutent, Thomas de Machère et Chloé, qui sont deux juristes qui travaillent dans Machère avec moi et qui réfléchissent à ces questions. Le spatial, c'est vrai d'ailleurs aussi pour les aspects très terrestres, je dirais, de la conflictualité, est en train aussi d'être exploité, en tout cas on y réfléchit, comme une capacité de ce qu'on appelle de lawfare, c'est-à-dire une capacité d'action potentiellement agressive d'un État vers un autre État, d'un ennemi vers un adversaire, en contournant ou en utilisant le droit à son bénéfice. Et ça, cette arme spatiale, que j'ai bien sûr mis entre guillemets, c'est pas l'arme privilégiée forcément des grandes puissances spatiales, qui elles ont des outils, mais c'est l'arme privilégiée, et elle le sera de plus en plus, on le voit dans les instances internationales aujourd'hui, comme à l'ONU ou au COPUOS, eh bien, un moyen pour les non-puissances spatiales d'exister malgré tout dans le champ spatial. Alors, fort de ce contexte, il me reste encore un peu de temps, fort de ce contexte, eh bien, des stratégies se sont développées. Donc la première, je vais en prendre 3 ou 4, c'est la stratégie américaine. La stratégie américaine, elle est claire, elle est simple, c'est la stratégie de ce qu'on appelle Space Dominance. Ça veut dire quoi, Space Dominance? Ça veut dire que non seulement je suis meilleur
que celui qui me suit, mais je suis meilleur que tous les autres réunis. Tous les autres. Hein. Je pèse le mot en disant tous. D'accord? Okay, ça veut dire que je maintiens un écart entre moi et la somme des autres toujours supérieur à leur capacité d'action. D'accord? Ça veut dire que les États-Unis ont décidé non pas de concurrencer ou de rester concurrents par rapport aux menaces émergentes comme la Chine, la Russie, voire l'Europe, les pays européens, non, c'est de garder toujours cette capacité de faire face à un bloc, une coalition qui serait anti-américaine et d'éviter ce que certains ennemis appellent un Pearl Harbor spatial. Donc pour cela, c'est simple, on met énormément d'argent, hein, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars par an sur le spatial, et encore, c'est très difficile de calculer le budget américain parce qu'il y a des branches budgétaires un petit peu partout, très cachées. C'est le développement de capacités globales, c'est-à-dire toutes les capacités. Je ne cherche pas à avoir des niches d'expertise capacitaire, je veux toutes les capacités. Et si un pays me surprend par une capacité donnée, eh bien, je vais réagir en développant cette même capacité et en l'améliorant. Les États-Unis est par le fait devenu le premier opérateur de satellites militaires. Les 3/4 des satellites militaires sont aujourd'hui américains. Alors, chiffre à prendre néanmoins avec prudence parce que lorsqu'on prend des pays comme la Chine ou la Russie, beaucoup de satellites civils ont certainement des fonctions militaires. Hein, donc, à prendre néanmoins un peu avec prudence. Voilà. La stratégie américaine, c'est aussi de maîtriser l'espace au sens national du terme, mais c'est aussi d'essayer dans la mesure du possible, et là aussi je pèse mes mots, hein, vous lirez entre mes lignes, de maîtriser au mieux les programmes étrangers, d'accord, en particulier de ses alliés, pour être sûr qu'ils sont cohérents avec la dominance spatiale. Voilà. Et puis, la dernière décision importante des États-Unis, c'est de créer, ou d'identifier plutôt, parce que ça existait déjà, on ne crée rien, en fait. On réorganise, hein, une Space Force avec un Space Command. Alors, il y a deux choses, hein, les médias mélangent souvent un peu les deux. Le Space Command, c'est l'organisme interarmé qui dépend du Pentagone, hein, et la Space Force, c'est l'élément organique, la force spatiale, comme une force aérienne, qui est composée à quasi 100%, ou qui sera, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une personne dans la Space Force, c'est le patron, le général qui dirige justement cette Space Force, le général Raymond. Pour l'instant, tous les personnels de la Space Force sont des aviateurs de l'US Air Force, qui posent d'ailleurs des petits problèmes, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de changer l'armée. Donc c'est quelque chose, le facteur humain qui avait été mal mesuré par Trump certainement, et ceux qui l'ont conseillé dans cette voie-là, de dissocier le spatial de l'Air Force. Mais ils ont trouvé néanmoins un mina qui consiste à mettre cette Space Force au département de l'Air Force. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les armées américaines. Il y a des départements, c'est des sous-ministres, un département à l'Army, un département à la Navy et un département à l'Air Force. Et il peut y avoir dans ces départements, dirigés par des ministres finalement, thématiques, eh bien, il peut y avoir plusieurs composants. C'est le cas du département de la Navy, dans lequel il y a l'US Navy, la marine, et les Marines, qui sont deux armées différentes, mais relevant du même département. Et bien, c'est un petit peu la même chose qui a été faite pour le Space Force avec l'US Air Force dans le même département. Mon général, juste si je peux me permettre, nous avons beaucoup de questions. Oui. Donc si vous pouviez conclure, je termine dans 3 slides. Parce qu'on a beaucoup de questions de l'audience qui est très intéressée. Donc je pense que ça serait intéressant aussi d'échanger à ce sujet-là. Je termine en 3 slides. Très bien, pas de souci. Ça va très vite. Je pourrais rester des heures, c'est vrai, merci de m'interrompre. Non, mais c'est un sujet qui est très intéressant et qui est en plus assez vaste. J'essaye d'abréger. Nos camarades de Russie ont créé, dans la décennie, il y a 5 ans, les forces de défense aérospatiales de la Russie. Vous savez, eux ont fait un choix différent de ce qui se passe aux États-Unis, où ils ont regroupé à la fois leur armée de l'air, les forces missiles et les forces spatiales.
la stratégie russe, elle est très différente des Américains. Ils n'ont pas les moyens économiques de suivre les États-Unis. Donc, ils vont plutôt être, et j'ai fait un jeu de mots là, quand je dis Russie, à l'avant-garde, parce que c'est le nom aussi de leur dernier planeur hypersonique, qui d'ailleurs n'appartient pas à cette force de défense aérospatiale, qui relève de la force stratégique de missiles. C'est complexe l'organisation russe, mais néanmoins, ils sont très en avance sur les planeurs hypersoniques, et les Russes sont plutôt dans cette logique de niche, où ils vont essayer de contourner la puissance américaine par des capacités experts dans des niches données. Passons à la Chine. La Chine qui a une stratégie qui est déclarée. Alors, je ne parle pas chinois et donc je fais confiance à ceux qui ont traduit le terme chinois, mais la traduction mot à mot, c'est suprématie spatiale. On n'est pas loin de la logique de dominance américaine, mais on comprend bien que là, il s'agit de supériorité et pas de dominance absolue. D'accord ? Il s'agit déjà d'être capable de se confronter, ne nous cachons pas les yeux, aux Américains. Si on est capable de se confronter aux Américains, on sera capable de se confronter aux Russes, il n'y a pas de problème. Donc, la logique, elle est très claire. On développe des capacités pour faire face à ce que eux considèrent comme la menace américaine. Et on va développer un arsenal complet de capacités, souvent sous couverture civile, d'accord ? J'en ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais parfois avec des démonstrations de force extrêmement puissantes, collisions de satellites, armes laser, etc., qui ne laissent aucun doute sur cette stratégie chinoise et cette disposition à peut-être demain engager un conflit, on verra la nature, dans l'espace. Et donc, ils ont créé un corps, une armée pour ça, qu'ils appellent mot à mot force de soutien stratégique. Et ce qui est intéressant dans la logique chinoise, parce qu'elle est très différente de la logique occidentale, c'est qu'ils n'ont pas adopté une logique de milieu, ce n'est pas une force spatiale, c'est une logique fonctionnelle, voilà, qui regroupe des éléments à la fois spatiaux, aériens, terrestres, marins, qui agissent tous dans la même logique. C'est pour ça qu'il faudra faire très attention lorsqu'on comparera les chiffres humains entre tous ces pays, parce que tous ne peuvent pas exactement la même chose. Alors on arrive, ce sera mes dernières slides, à la partie française, qui a décidé, et c'est le seul pays occidental en dehors des États-Unis, à mettre en place une stratégie spatiale. Donc c'est issu de la revue stratégique de 2017, qui était, comme d'ailleurs les livres blancs précédents, l'espace, je dirais, au premier rang des préoccupations, mais avec des innovations importantes. L'espace, prolongement naturel de l'espace aérien, ce que je disais tout à l'heure. Transformation de l'armée de l'air en une armée de l'air et de l'espace. Donc la posture, on la connaît. Et puis, une capacité à s'affronter dans l'espace, un nouveau front à défendre. Voilà. Je vous ai mis ici une slide qui permet de comprendre comment est conçue cette stratégie. Elle est conçue sur la base de la compréhension des enjeux et des défis, sur la base d'une réponse possible dans le domaine politique, technologique et économique, et dans un objectif qui est clair, qui est net, qui est avoué, qui ne se cache pas, qui est de maîtriser l'espace et de se défendre le cas échéant dans ce domaine spatial. Et tout ça va reposer sur des capacités, j'y reviendrai pas, sur des alliances, principalement avec nos alliés traditionnels, bien entendu, et sur une structure opérationnelle. Alors, le schéma peut vous apparaître un peu compliqué, mais il ne l'est pas. Tout ce qui est en bleu clair, c'est l'armée de l'air. Donc, la plupart des moyens spatiaux sont intégrés dans l'armée de l'air. Ils y étaient déjà, puisque avant même que cette dimension spatiale soit, je dirais, identifiée comme telle, elle existait déjà depuis 20 ans à peu près dans l'armée de l'air. Mais tout n'est pas dans l'armée de l'air. Il y a des acteurs importants comme le DRM, pour ce qui est du pilotage des capteurs de renseignement, ou la DIRISI, cette direction qui s'occupe des systèmes d'information dans les armées, qui est interarmée, qui continue à s'occuper des satellites de communication. Donc l'armée de l'air s'occupe principalement, au travers d'un commandement dit de l'espace, et d'un général qui dirige ce commandement, de l'imagerie spatiale, de la surveillance spatiale, et demain on y vient, du pilotage de l'action dans l'espace. Voilà.
J'aurais encore plein d'autres slides à vous montrer, mais on pourrait y rester des heures. Le cas échéant, j'irai vers ces slides si j'ai des questions en la matière. Mais je vais terminer, je dirais, sur cet aspect-là de la stratégie nationale française qui, bien parlant en mon nom propre et ne cherchant pas, bien entendu, à défendre une posture par principe gouvernementale, me paraît aujourd'hui vraiment un élément majeur de notre stratégie nationale de défense, au sens très large du terme, par une prise en compte au bon niveau, avec nos moyens économiques et industriels et technologiques, mais avec des capacités qui sont loin d'être ridicules, hein, et si des questions me sont posées, j'y répondrai, pour faire face à tous ces enjeux du spatial de défense. Voilà, je m'arrêtais volontairement là et ne pas continuer pour laisser le champ aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. On voit que c'est un sujet qui est en plus assez vaste, donc il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et donc, tout au long de la conférence, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Et donc, comme prévu, on a récolté toutes ces questions-là. Alors, pour pas être dans un souci de temps, on ne pourra pas répondre à l'intégralité des questions, étant donné qu'il y en a eu beaucoup. Mais il y a Vincent qui est avec nous. Vous le voyez, il a sa caméra allumée. Donc, il fait partie du club cyber de l'école de guerre économique. Et Vincent, entre autres, avec d'autres étudiants, pour faire une petite aparté rapide, a travaillé sur le Strategy Challenge du FIC, donc du Forum international de la cyber, qui a eu lieu au mois de janvier dernier, qui était justement sur les enjeux spatiaux. Et donc, Vincent va vous poser les questions que nous avons sélectionnées pour vous. Vincent, je te laisse la parole. Bonjour en général, merci pour ce panorama assez complet des enjeux de défense. Alors, on voudrait aussi un petit peu aborder les problématiques cyber. C'était de nombreuses questions qu'on a pu avoir dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous traiter un petit peu ces questions? On sait il peut y avoir des mesures de brouillage sur les satellites, de spoofing, mais est-ce qu'aujourd'hui cette menace est vraiment prise en compte auprès des industriels ou auprès des acteurs du spatial? On parle beaucoup d'armes de type missile ASAT, mais qu'en est-il du cyber? Est-ce que vous travaillez dessus? Si vous avez quelque chose d'intéressant là-dessus, on serait assez intéressé. Merci. Oui, alors, bien entendu, la dimension cyber est centrale, je dirais, aujourd'hui dans toutes nos activités de défense et dans le spatial en particulier, puisque par nature, l'espace, depuis son origine, est composé, fait appel à des objets qui sont non pilotés, d'accord? Non pilotés. Par nature, dès le départ, un satellite qui ne vole pas tout seul, hein, mais qui est un peu à l'instar, je dirais, d'un drone piloté à distance, même si son pilotage prend un sens différent, bien entendu. Le satellite, pardon, est en permanence en liaison de pilotage, mais également en liaison de données pour le recueil de l'information avec une station sol, station terrestre. C'est d'ailleurs un point, et c'est une erreur de ma part de ne pas l'avoir cité plus tôt, parce que lorsqu'on pense spatial, on pense essentiellement à ce qui est dans l'espace, mais le spatial, c'est aussi bien sûr un ensemble de moyens terrestres très lourds, très importants, qui généralement sont disposés tout autour de la planète, de façon ou d'une autre, puisque contrairement à d'autres véhicules, les font tourner la planète. Et donc, on est dans une logique cyber permanente. Alors, on appelle ça cyber aujourd'hui, en tout cas, on appelle ça la cybersécurité ou cyberdéfense ou protection contre les cybermenaces aujourd'hui. C'est un terme moderne. On appelait ça plutôt la guerre électronique dans le passé, mais c'est un peu la même chose. D'ailleurs, la guerre électronique n'est qu'une composante de la cyberdéfense. Nous avons eu besoin, depuis les origines, de nous protéger pour éviter l'interception de données, le brouillage de l'activité, ou alors la prise de contrôle d'un satellite. Je pense même que le plus important, d'ailleurs, c'est cette troisième menace. Parce que finalement, un brouillage, ça se détecte, et donc on peut désactiver, je dirais, le satellite,
le pilotage, l'interception de données. On peut ne pas s'en rendre compte immédiatement, mais on peut assez rapidement, je dirais, penser. Faire dériver un satellite de façon discrète, très lente, et l'obliger à modifier son orbite pourrait par exemple conduire à réduire très sensiblement sa durée de vie. Donc c'est des choses qui sont importantes. Donc oui, on prend en compte cette problématique cyber. Ce qui est peut-être nouveau dans le contexte actuel, c'est la capacité d'effectuer des actions cyber depuis l'espace, depuis un autre satellite. Et donc d'utiliser l'arme cyber comme une arme non cinétique, mais pouvant être employée de façon conflictuelle. C'est la raison pour laquelle on travaille aujourd'hui, et les Chinois en particulier ont fait une démonstration assez impressionnante il y a peu de temps en la matière, sur d'autres modes de communication et de liaison intersatellitaire, qui est l'utilisation, je dirais, de la lumière. Donc c'est une utilisation photonique, la capacité de converser, d'échanger de la donnée par un faisceau lumineux entre satellites. Ça a deux avantages. Ce premier avantage de protection, mais également, et c'est comme la fibre optique, je dirais, sur Terre, la capacité de transporter beaucoup plus d'informations et donc d'augmenter le flux possible d'informations. Donc oui, on est très conscient et on fait attention à la chose. Le meilleur exemple, et je vais terminer par ça, qu'on y fait vraiment attention, c'est que vous n'avez certainement pas beaucoup entendu parler de satellites critiques ayant été détournés, agressés, avec un impact, je dirais, sur la mission. C'est donc que ça marche à peu près. D'accord, merci pour votre réponse. On a une seconde question d'Edwige. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'une propulsion dans l'espace via la fusion nucléaire semble possible dans un avenir proche? Et si oui, dans combien de temps à peu près? C'est des estimations à la louche. Mais... Et surtout, est-ce que ce genre de propulsion ne viole-t-il pas le traité de 1967 sur l'interdiction des armes de destruction massive dans l'espace, sachant son caractère dual? Alors, je ne suis pas juriste, mais si on est juriste, alors, il s'agit bien d'armes. Donc, à partir du moment où ce ne sont pas des armes, rien n'interdit à mettre en orbite, et même au-delà de l'orbite, du nucléaire. Ce n'est pas le nucléaire qui est interdit. D'ailleurs, le mot nucléaire n'apparaît pas dans le traité. On parle d'armes de destruction massive. D'accord ? Et des outils nucléaires, des moteurs nucléaires existent déjà. Pour les véhicules allant à grande distance. Demain, pour aller sur Mars, on n'aura pas d'autre choix que d'installer sur le véhicule qui sera designé et construit, de mettre une source nucléaire. Si on va sur la Lune, on mettra du nucléaire avant d'utiliser le Soleil, très, très clairement, parce que les besoins, je dirais, matériels pour capter l'énergie solaire sont importants, même sur la Lune. Et il faudra les emmener sur place. Et c'est du poids, et le poids, le kilogramme orbité coûte très cher. Aujourd'hui, on utilise le nucléaire surtout dans ce qu'on appelle des moteurs ioniques. Les moteurs ioniques, ce sont des petits moteurs qui poussent quelques grammes lorsqu'un moteur d'avion pousse des tonnes et qu'un moteur de fusée pousse des dizaines, voire des centaines de tonnes. D'accord ? Et qui consiste à utiliser de l'énergie nucléaire, énergétique, pour ioniser une matière, un gaz, qui va servir en s'éjectant du satellite et par l'action-réaction, de lui permettre d'avancer et d'accélérer. Voilà. Donc on l'utilise déjà. Après, des moteurs à fusion nucléaire, tels que vous semblez les décrire, ça c'est autre chose. Je n'ai pas la compétence d'abord pour vraiment le dire. Mais la fusion nucléaire, vous savez qu'on ne la maîtrise pas totalement. On sait faire des bombes à fusion nucléaire, mais on ne sait pas encore faire des réacteurs à fusion nucléaire.
et a fortiori, on ne sait pas faire des réacteurs de petite taille, hein, et qui seraient suffisamment, je dirais, sécures pour les équipages. D'accord, merci pour votre réponse. On a une dernière question de Guylain Honoré. Donc, on a plusieurs pays qui travaillent sur le bombardement kinétique dans l'espace. Donc, ce sont des kinétiques, donc des masses inertes explosées, sans explosifs larguées en orbite, et aussi sur les armes à énergie dirigée, donc les lasers. Alors, est-ce que ces solutions permettraient de contourner le traité de l'espace, justement, de 67, et les traités SALT? Et qu'en est-il des légiférations sur ces nouveaux outils? Justement, est-ce que ce déficit de légifération ne serait pas volontairement entretenu pour entretenir la dynamique de l'innovation? Vous répondez un petit peu au problème que j'ai soulevé tout à l'heure, effectivement, l'utilisation des armes à énergie dirigée, le laser, d'accord. Après, il peut y avoir plusieurs types de lasers avec des puissances différentes et donc des effets plus ou moins conséquents sur tel ou tel véhicule, ne font pas partie du champ des traités en tant que tel, d'autant plus que un laser pourrait être tiré depuis la surface terrestre. Et donc, quelque part, déroger à l'idée de mettre une arme dans l'espace. On envoie de l'énergie dans l'espace, mais on ne met pas une arme dans l'espace. Voilà. Donc, c'est un trou dans la raquette juridique. Et c'est quelque chose qu'il faudra certainement arriver à résoudre dans l'avenir. Mais des lasers, il y en a de tout type. Il y a des lasers offensifs, des lasers qui sont des lasers utiles, par exemple de mesure de distance, etc. Voilà, pour transmettre de l'information, j'en parlais à l'instant. Voilà. Le monde de la photonique, puisque c'est le terme consacré pour l'utilisation de lumière à des fins diverses et variées, il est extrêmément large. Donc oui, le droit n'est pas, pour l'instant, conçu pour ce type d'énergie, je dirais, dirigée. Pour l'énergie, les outils cinétiques, c'est-à-dire les armes par destination, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, envoyer une masse ou envoyer un satellite contre un autre satellite et le détruire par la collision, eh bien, là aussi, rien n'est prévu. Et lorsqu'on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit c'est très compliqué parce qu'il peut y avoir, il pourrait, conditionnel, il pourrait y avoir des armes, je dirais, lancées directement par une visée, comme on lance une roquette ou qu'on tire avec un fusil vers un objet. Mais il pourrait y avoir quelque chose de beaucoup plus pervers qui consisterait par exemple à dévier des débris. Dévier des débris, peut-être avec un laser d'ailleurs, on sait faire, et faire en sorte, par un calcul approprié, que le débris se dirige tranquillement, progressivement, vers une orbite de collision avec un autre objet opérationnel. Et là, ça serait extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est quelque chose qui se ferait de façon insidieuse, très progressivement, mais en plus, ça ne serait pas forcément facile de déterminer l'origine et donc le coupable, je dirais, de l'action. Donc c'est un vrai problème que vous soulevez, que le questionneur soulève, et c'est une bonne question. Merci beaucoup, mon général, en tout cas pour vos réponses et pour toute la présentation. C'était vraiment passionnant. Merci Vincent pour ta participation et pour ton aide aussi. Donc la conférence touche à sa fin, pardon. J'espère que tout le monde y a appris de nouvelles choses. En tout cas, je pense que c'est le cas. Et vu les questions, le nombre de questions qu'il y avait, le sujet a été très intéressant. On n'a malheureusement pas le temps d'y répondre à toutes, mais je vous invite à contacter le général ou en tout cas de vous rapprocher de la chaire pour les écoles d'été, les diverses formations qu'il propose si le sujet vous intéresse. Mon général, merci beaucoup. Oui. Pour les futures conférences, nous aurons donc les conférences sont déjà en ligne. Vous avez une conférence, donc la prochaine est le 11 juin sur les menaces liées au nom de domaine. Vous en avez une autre le 25 juin, le 2 juillet, pardon. Donc de nombreuses conférences arrivent aussi. Je vous invite
à vous inscrire pour ceux que ça intéresse. Pour dernier petit point, pour les professionnels qui sont parmi nous, nous avons de nombreux étudiants qui sortent de l'école de guerre économique avec des parcours spécialisés en intelligence économique, stratégie, cyber et tous ces sujets qui nous sont chers. Donc, si vous avez des offres d'emploi à partager et que vous êtes en recherche de candidats, n'hésitez pas à envoyer vos offres à emploi@aege.fr et nous pourrons les partager avec l'ensemble du réseau. En tout cas, le replay sera disponible dès lundi 18h sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Les replays des conférences précédentes y sont déjà. Mon général, merci beaucoup. Au plaisir de vous recevoir peut-être pour la suite lors d'une autre conférence. Je vous remercie de votre accueil. J'ai mis, pour terminer, la slide avec mes coordonnées. Ouais, J'ai mis mes coordonnées, mais elle est valable bien sûr pour mes camarades qui travaillent avec moi dans la chaire. Si certains sont intéressés, peut-être que je peux même mettre la vue suivante. Alors pour l'événement qui est sur la gauche, c'est un peu tard, ça va commencer dans quelques jours, les inscriptions sont terminées, mais j'informe qu'il y aura le 8 octobre prochain un grand colloque international que nous devions organiser le 1er avril. Du fait du confinement, il a été reporté au 8 octobre prochain, ce qui est pas mal parce que le 8 octobre, ça tombe pendant la semaine mondiale de l'espace et ce colloque sera certainement diffusé en double, en visioconférence. Et donc, pour vos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient y assister, on fera circuler, je dirais, le mode opératoire d'ici quelques temps. Voilà. Mais c'est un colloque avec beaucoup de monde issu de différents pays du monde et qui promet d'être extrêmement intéressant et qui prolongera de cette façon l'entretien qu'on vient d'avoir ce soir. Voilà. En tout cas, bienvenue à tous. merci beaucoup. Vraiment, c'était vraiment passionnant. Et puis, on a toute l'information qui continue avec la newsletter du Club Cyber, celle du Club Défense aussi. Donc, je vous invite à suivre sur aege.fr. C'est le plus simple. Vous avez toutes les informations. En tout cas, un grand merci, mon général. Un grand merci à tous les participants. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bon courage à tous. Au revoir. Merci. Bonne soirée.